Bonjour à tous. Nous, on va poursuivre cette étude ou ces cours sur l'électrochimie, les interfaces et les électrolytes. Et aujourd'hui, on va voir tout simplement comment on va, je dirais, lutter contre ces interfaces, les contrôler, voire les modifier pour finalement arriver à avoir des performances sur nos accumulateurs. Alors, la dernière fois, je vous avais mentionné toute la problématique des interfaces en s'intéressant à l'électrode négative. On avait montré la réduction des molécules qui sont dans le solvant ou dans l'électrolyte pour former cette fameuse SEI. Et on avait également regardé du côté électrode positive et on a montré que là aussi, il y avait l'oxydation des molécules qui générait cette SEI comme indiqué ici. Suite à cela, je vous avais montré que les interfaces elles provenaient également d'autres phénomènes, notamment les collecteurs de courant. Et je vous avais mentionné que dans certains électrolytes, dans certaines sels, notamment en TFSI, eh bien, il y avait tout simplement des piqûres sur le collecteur de courant, c'est-à-dire des réactions de corrosion. Et comme vous pouvez voir ici, dans le collecteur de courant, qui est généralement l'aluminium qu'on a à l'électrode positive, eh bien, on a ces corrosions lorsqu'on va à des potentiels relativement élevés. D'aujourd'hui, le but de ce cours va être de vous montrer comment eh bien, on va pouvoir essayer de maîtriser cette formation, cette croissance de la SEI, afin finalement de la rendre coopérative et d'améliorer les performances de ces accumulateurs. Alors, comment on va faire cela? Eh bien, on va directement aller voir ce qui se passe au niveau des particules. Et vous avez ici une particule, matériau d'électrode, qui, dans ce cas, va être bien sûr entourée d'électrolytes, et dans les conditions normales de réduction, c'est-à-dire de potentiel relativement bas, vous allez, dans ce cas, générer des produits secondaires dont on a vu les compositions des alkoxydes de lithium, des alkylcarbonates, du fluorure de lithium ou des carbonates de lithium. Et bien sûr, cela va dépendre tout simplement de votre électrolyte, de, une fois de plus, ses orbitales frontières de stabilité, HOMO, LUMO, mais également des sites actifs qui se trouvent au niveau de cette électrode. Donc, par conséquent, pour remédier à ces interfaces, eh bien, on va avoir deux approches. Une approche qui va considérer à modifier les sites actifs, et là on va utiliser ce que j'appellerais des méthodes d'enrobage, et ensuite eh bien, on va regarder également l'approche qui va consister à maintenant entrer ou insérer des molécules dans cet électrolyte de façon à générer in situ la formation de cette couche passivante de cette fameuse SEI. D'où par conséquent, aujourd'hui, eh on va se consacrer principalement à ces deux aspects. C'est-à-dire, on va voir quels sont les traitements de surface et voir le domaine fastidieux des additifs et comment ces additifs nous permettent tout simplement de contrecarrer ces problèmes de surface. Alors, il s'agit d'un domaine, je dirais, relativement prolifique, car si on regarde dans la littérature, que ce soit l'approche enrobage ou l'approche additif, vous voyez le nombre de papiers qui est publié à peu près tous les ans, et j'ai presque la mission aujourd'hui de vous faire un résumé de tout ce qui s'est passé dans ce domaine avec tous les papiers qui existent. Donc c'est pour ça que je vais essayer directement de vous donner finalement des points clés qui vont pouvoir vous guider dans le choix de ces électrolytes et surtout le choix de ces additifs. Alors tout d'abord, je vais commencer par les techniques d'enrobage. Et ces techniques d'enrobage, je vais prendre un système qui est relativement simple, qui est le fameux système Li-Mn2O4, matériau d'électrode, qui, à haut potentiel, eh bien, a des difficultés dues à la solubilité du manganèse associée à la production de HF. Alors dans ce cas, eh bien, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on a cette particule cœur et on va tout simplement essayer d'aller déposer autour de cette particule une seconde couche qui, comme vous pouvez voir ici, peut avoir un enrobage rugueux, on pourra avoir des matériaux cœur-couronne, je vous montrerai comment, ou alors on peut avoir des couches uniformes. Et bien sûr, vous allez dans ce cas protéger votre matériau d'électrode vis-à-vis de l'électrolyte, c'est-à-dire que cette couche va servir tout simplement de barrière au niveau de l'électrolyte. L'électrolyte ne va pas toucher votre particule, par contre, le transfert de charge pourra avoir lieu et les ions pourront passer à travers cela. Alors comment les premières approches qui ont été effectuées dans ce domaine datent déjà des années 1997, où ce qu'on avait fait à l'époque, eh bien, on avait tout simplement considéré les deux approches, les sites actifs, qui dans ce cas, vous voyez, ce sont les atomes de manganèse qui sont tronqués à la surface,
qui n'ont plus directement l'environnement octaédrique. Et dans ce cas, on va y mettre tout simplement des molécules qui vont tout simplement piéger ces sites actifs. Et dans ce cas, on a utilisé tout simplement l'acétylacétone pour faire cela. Ensuite, on va utiliser une méthode, je dirais, plus sophistiquée, si je peux dire, qui est une méthode d'enrobage. Dans ce cas, vous avez la surface du matériau et on va venir déposer dans ce cas un verre. Mais bien sûr, vous voulez une déposition confocale et de fine épaisseur si vous voulez avoir votre transfert de charge. Et dans ce cas, ce qu'on a fait, c'est tout simplement utiliser de l'acide borique mélangé avec LiBdo2H2O, vous mettez en solution, vous directement coatez les particules de lithium SO4, vous chauffez à 800 degrés, et ainsi de suite. Et lorsqu'on fait ça, on s'aperçoit qu'effectivement, si on regarde dans la microscopie à balayage, vous avez ici le matériau au départ, le pristine, vous voyez directement ces points angulaires. Et lorsque vous regardez maintenant le matériau traité, vous voyez que tout simplement, ces points angulaires sont arrondis, ça veut dire tout simplement qu'on a vraiment déposé une fine couche. Alors bien sûr, la question c'est, est-ce que ce traitement a été efficace? Est-ce qu'on a finalement détruit ces fameux sites actifs? Et la meilleure façon, ou la façon la plus élégante de montrer cela, c'est tout simplement de faire des mesures directement, de mesurer l'activité catalytique de ces matériaux. Et là, on les a mesurés en considérant cette réaction d'oxydation du CO par l'oxygène pour donner CO2. Et on a fait ça pour les différents matériaux qu'on a traités, avec ici le matériau pristine. Et là, je trace l'activité catalytique en nombre de moles par seconde et par gramme de matériaux qui ont été convertis. Et vous voyez que dans le cas du matériau spinel préparé pristine, on a une activité considérable. Cette activité décroît considérablement lorsqu'on fait le traitement avec l'acétoacétylnitrile et finalement disparaît complètement dans le cas des borates. Vous voyez directement que ça montre clairement quelle est l'efficacité de ce traitement pour, si je peux dire, me défaire des sites actifs. Alors, quels sont les résultats maintenant dans un accumulateur? On va regarder dans un accumulateur avec des performances qui sont relativement sévères, c'est-à-dire que dans ce cas, on va regarder les autodécharges à haute température et voir comment ces matériaux sont capables directement de résister à la corrosion ou l'attaque par les électrolytes. Et vous voyez ici, dans le cas des matériaux non traités, vous voyez, je porte la perte de capacité en pourcentage. Vous voyez qu'en ce cas, j'ai eu une large perte de capacité, et au fur et à mesure que je fais mon traitement de surface, cette perte de capacité diminue, et elle est minimale dans le cas de ce composé ou de cet enrobage par ces verres borés. Et tout cela peut se traduire sur les tenues en cyclage, où ici, vous voyez un matériau qui a été traité en bleu et un matériau non traité en rouge, et vous voyez tout simplement que la tenue en cyclage est nettement meilleure pour ces matériaux traités. Tout ça, si vous voulez, c'est l'importance de travailler sur ces particules cœur-couronne de façon à améliorer les performances d'un matériau lorsque vous avez des difficultés à haute température, et on reviendra sur ce point. Alors ça, bien sûr, c'est les travaux qui ont été faits sur les spinels, mais tous ces travaux qui ont été faits en 1997 ont été extrapolés, dupliqués au niveau des matériaux lamellaires. Et là, vous avez les fameuses phases lithium-NMC dont on avait parlé la dernière fois. Vous avez montré que dans ce cas, les produits d'oxydation ou la formation des composés à la surface des matériaux dépendaient surtout sur l'ionocovalence des liaisons, c'est-à-dire l'ionocovalence du métal et l'oxygène. Et notamment, dans le cas du nickel, c'était la solution la plus défavorable où on a formation à la positive de carbonate de lithium, de méthoxy et également de composés LiF ou MFX. Et là, dans la littérature, beaucoup de travaux ont essayé de contourner cette difficulté avec des revêtements soit basiques, avec du MgO, du ZNO, amphotère dans le cas de Al2O3, ou voire même acide dans le cas de ZrO2. Et là aussi, le but, c'est directement d'aller mettre entre la particule et l'électrolyte, si je peux dire, cette carapace, cette SI dont on contrôle très bien. On peut également faire des traitements par le trifluorure d'aluminium ou AlPO4. Et dans ce cas, par exemple, on va former des espèces LiAlF4 qui sont de bons conducteurs ioniques et qui vont, dans ce cas, nous permettre tout simplement de diminuer la résistance de l'interface et ainsi de suite. Donc voilà, si vous voulez, ce qui peut se faire. Alors, une autre approche qui est liée également à cette compétition de l'ionocovalence ou de l'acidobasicité des oxygènes de surface va consister maintenant à jouer avec le type de métaux de transition. Et ça, c'est les travaux récents
qui se font au niveau de ces particules corps-couronne pour améliorer les performances stabilité thermique et également en cyclage. Et dans ce cas, bien l'astuce, comme je mentionnais, c'est que vous savez que les composés au nickel bien, sont très instables aux températures vis-à-vis des électrolytes. Et dans ce cas, on va tout simplement enrober ce composé qui va vous apporter la capacité par un composé qui va être riche en manganèse qui va vous apporter la stabilité thermique. Et ça peut se concrétiser en faisant des particules cœur-couronne, comme vous pouvez voir ici. Vous avez directement le cœur qui est en nickel qui va directement vous apporter la capacité et la surface en manganèse qui va vous protéger contre les réactions de dégradation à haute température et assurer la stabilité. Et vous voyez finalement l'avantage au niveau des performances lorsqu'on trace ici la capacité en décharge en fonction du nombre de cycles. Alors on peut faire des choses un peu plus sophistiquées, et c'est ce qui se fait au niveau recherche aujourd'hui, où les chercheurs préparent des particules à gradient de concentration. D'où, je dirais, le concept ou l'objectif exactement le même, c'est-à-dire qu'on va tout simplement maintenant partir d'une concentration forte en nickel en allant vers le manganèse. Mais la différence essentielle, comme vous pouvez voir sur cette particule et celle-ci, c'est que dans ce cas, vous voyez que j'ai une interface qui, au fur et à mesure du cyclage, va devenir problématique, alors que dans ce cas, j'ai une bonne homogénéité de la concentration en nickel et en manganèse en allant de l'intérieur vers l'extérieur de la particule. Et vous avez ici la répartition de ces concentrations en fonction de la distance. Bien, ça aussi, ça vous donne des avantages au niveau de la tenue en cyclage, et surtout, comme mentionné ici, dans laquelle je trace ici des mesures de calorimétrie différentielle, où on prend la chaleur dégagée, et on s'aperçoit dans ce cas qu'on a, je dirais, un déplacement de plusieurs dizaines de degrés, apporté tout simplement par cette astuce de faire cette structure corps-shell ou cette structure à gradient de concentration. Donc voilà, si vous voulez, ce qui se fait au niveau des électrodes positives. Et je dirais, si on va dans le cas des électronégatives, ça va être le même combat. Et vous allez voir que si maintenant je prends un matériau d'électronégatif, notamment le silicium, bien là aussi, les gens ont tenté de faire directement ces recouvrements. Alors le but dans ce composé du silicium, c'est que chaque fois que vous mettez du lithium à l'intérieur, eh bien, vous allez avoir une expansion de la molécule, ou de la particule, excusez-moi, de 300%. C'est-à-dire que vous allez avoir des craquures avec, tout simplement, dans ce cas, une formation constante, continue, en cyclage de la SEI, ce qui n'est pas viable. Donc pour ce faire, là aussi, il y a eu différentes approches, plus ou moins élégantes, vous allez voir. La première consiste tout simplement à prendre des nanoparticules de silicium que vous allez tout simplement, je dirais, insérer dans une matrice PVC que vous allez dissoudre d'oxyde de propylène. Vous allez directement chauffer cela à 700 ou 800 degrés, sous atmosphère contrôlée, atmosphère réductrice, bien sûr, et vous allez obtenir directement ce genre de particules, c'est-à-dire que chaque nanoparticule de silicium va être entourée de cette fine couche de carbone. Et ça, bien, ça va directement protéger votre attaque par l'électrolyte. Mais malheureusement, c'est que tout cela, ça peut marcher que lorsque vous avez une insertion qui est relativement limitée. Si vous voulez directement insérer 4 lithium, vous avez une expansion en volume de 300% et automatiquement, ça va craquer. D'où l'astuce, du moins sur le papier, qui est intéressante, provient d'un groupe, je dirais, de Californie, de Stanford, où ils ont développé ce qu'on appelle les particules jaune d'œuf. Ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire qu'en ce cas, ils ont tout simplement créé, dessiné de telles particules dans lesquelles vous avez la coquille de carbone qui va maintenant tout simplement contenir votre nanoparticule de silicium. Et vous voyez que maintenant, si je mets du lithium à l'intérieur du silicium, bien vous avez de l'espace pour finalement que la particule se dilate. D'où elle pourra se dilater sans tout simplement entraîner tout simplement la fracture de la coquille. Ce qui fait que la SEI se forme sur la coquille de carbone une bonne fois pour toutes, et ensuite, lors du cyclage, eh bien, vous n'allez pas avoir tout simplement cette fracture continuelle, et ainsi de suite. Et ça, eh bien, tout simplement, ça vous donne des améliorations en performance au niveau du cyclage, et ainsi de suite. Tout ça, c'est une autre, je dirais, un aspect lorsqu'on regarde les électronégatives. Et finalement, la panacée, ce que les chercheurs cherchent à découvrir aujourd'hui, c'est comment on va pouvoir utiliser le lithium métallique. Et là aussi, vous allez voir qu'il va y avoir des approches similaires qui ont eu lieu récemment. Alors, quelle est la problématique ici? Bien, vous savez tous que lorsque vous faisiez une batterie au lithium-métal, si vous allez cycler, eh bien, vous allez créer des dendrites. Et vous avez là une dendrite qui est représentée, et bien sûr, domaine d'explosion, vous allez court-circuiter l'électrode positive et négative. On peut suivre
par microscopie la formation de ces dendrites. Et vous avez ici directement un collecteur de courant sur lequel on va tout simplement, je dirais, déposer du lithium. Et vous apercevez qu'en ce cas, eh bien, le lithium, ne pouvant pas directement pénétrer le séparateur polymère, eh bien, va créer cette dendrite qui arrive à l'intérieur. Et ça, bien sûr, ce n'est pas viable pour tout ce qui est le développement des accumulateurs au lithium. D'où, par conséquent, il faut directement trouver un moyen de remédier à cela. Et ça, je suis en train de vous parler d'une recherche qui a duré pendant 25 ans et dont on n'a pas aujourd'hui de solution, mais je vais quand même vous montrer où va la recherche et qu'est-ce qui se fait, qui est assez intéressant. Alors, là aussi, tout d'abord, c'est pourquoi on a des dendrites. Eh bien, on a des dendrites, tout simplement, ça provient de la densité de courant qui va avoir lieu à la surface du lithium. Et lorsqu'on a une SEI qui n'est pas homogène, eh bien, tout simplement, ces dendrites vont pousser dans les parties de cette surface qui sera la plus conductive. D'où, par conséquent, un des buts, c'est tout simplement d'avoir une SEI homogène pour avoir une croissance, si je peux dire, ou un plating uniforme de lithium. L'autre explication, eh bien, elle est liée à, je dirais, un nombre dont je vous avais introduit lors du premier cours, c'est le nombre de transport du lithium. Et effectivement, dans ces électrolytes liquides, ce nombre de transport n'est pas de 1. Ce qui fait que lorsqu'on aura un faible courant, qu'on peut voir ici, eh bien, j'aurai tout simplement un gradient de concentration entre l'électrode positive et l'électrode négative. Au fur et à mesure que je vais augmenter le courant, eh bien, dans ce cas, tout simplement, la diffusion va être limitée et mes espèces ne pourront pas suivre le courant que je vais imposer. D'où, par conséquent, on arrive dans une zone de zéro concentration, d'où croissance dendrite. D'où, comment faire, finalement, pour remédier à cela? Eh bien, il va y avoir, là aussi, deux possibilités. Essayer de faire une SEI qui est plus uniforme et trouver des matériaux dans lesquels le transport du lithium n'est pas de 0,5, de 0,8 comme dans les électrolytes liquides, mais est de 1. Et lorsqu'on parle de transport de 1, on est en train de parler directement de la conduction ionique dans des solides. D'où par conséquent, il y a deux approches qui se poursuivent actuellement sur ce sujet. La première, je dirais, est relativement, date plus ou moins de 10 ans, mais peut-être un peu plus, vous voyez, ouais, dans 10 ans, c'est ça, où dans ce cas, eh bien, qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé tout simplement de mettre du chlorure de triméthylcellyle, un xylane, ou dans ce cas, un orthosilicate tétraéthyle, sur le lithium. Et dans ce cas, on a une réaction de ces deux composés avec LiOH, pour donner, dans ce cas, l'hexaméthyle de disilloxane, comme indiqué ici, ou alors le lithium oxytétraméthyle. Et ça, eh bien, ça va générer des réactions, je dirais, à l'état solide et à basse température, pour donner finalement des types de gel, et pour terminer avec du SiO2, de la silice poreuse, au-dessus directement de votre électrode. Et si on regarde cela, eh bien, on s'aperçoit effectivement, vous avez le matériau qui est avant traitement et le matériau après traitement. Et vous voyez, dans ce cas, vous avez une surface qui est beaucoup plus, je dirais, uniforme, et ainsi de suite. Et cela eh bien, se traduit directement par des mesures d'impédance, où, dans ce cas, vous avez un Nyquist plot, où on voit tout simplement qu'au fur et à mesure qu'on traite le matériau, eh bien, l'impédance diminue, car on a tout simplement une surface beaucoup plus uniforme. Et ça veut dire que dans ce cas, eh bien, on peut tout simplement utiliser ces matériaux, déposer et retirer du lithium à des régimes, je dirais, corrects, mais qui ne sont pas encore, je dirais, formidables. Alors, ça, c'est les travaux qui ont été faits, que je dirais, ces dernières 2 ou 3 dernières années. Et il y a 2 papiers qui sont sortis, je dirais, relativement récemment, en 2017, où le concept de passer à une interface tout solide a été, je dirais, réétudié, alors que ça avait été déjà fait, je dirais, il y a 20 ans de ça. Alors, ces travaux, eh bien, je vais les mentionner ici. C'est un travail, dans un premier temps, où les chercheurs ont, dans ce cas, introduit dans l'électrolyte des chlorures de métaux, tels que ZnCl2, bismuth Cl3 et ainsi de suite. Et dans ce cas, il y a une réaction spontanée entre ces chlorures et le lithium. Rappelez-vous, lors du dernier cours, je vais introduire la technologie chlorure de thionyle, où on a formé directement cette interface LiCl instantanée. C'est exactement la même chose. Et ensuite, eh bien, ce métal va réagir avec le lithium pour former maintenant cet alliage lithium-YMZ. Et ça, c'est tout simplement mon conducteur ionique tout solide qui va se former à cette interface. Donc ça veut dire que c'est ma structure, si on regarde bien, vous allez avoir le lithium, et vous allez avoir finalement ce conducteur tout solide, plus
en surface le chlorure de lithium, qui va pouvoir vous permettre d'avoir ce transfert de charge. Et ça permet d'avoir, je dirais, des comportements en cyclage relativement corrects, dont je vous mentionnerai par la suite. Alors, une étude, je dirais, encore plus élégante, est sortie, je crois, dans un journal Nature Energy en 2017, où dans ce cas, des chercheurs travaillant sur les technologies lithium-soufre ont eu l'idée de rentrer dans les électrolytes du Li2C6, S6, excusez-moi, P2S5. Et ce qu'ils vont faire, c'est que dans ce cas, eh bien, lors de la décharge de votre accumulateur, eh bien, plutôt que de décomposer votre électrolyte DME, il va y avoir dans ce cas une réaction, je dirais tout d'abord, avec ces composés, pour former ce composé amorphe lithium X PS4, qui est de nouveau un conducteur ionique. Et ça, eh bien, ça permet directement de s'affranchir de cette croissance dendritique, comme on va voir par la suite. Vous voyez, dans ce cas, on est en train de parler directement d'une couche naissante, d'une SEI, qu'on va construire, développer in situ à l'intérieur de votre accumulateur. Alors, comment caractériser, je dirais, les bienfaits de cette approche? Eh bien, on va faire des mesures généralement classiques en ce domaine. Lorsqu'on fait des mesures, je dirais, de dépôt et de retrait de lithium, eh bien, on va utiliser ce qu'on appelle des cellules symétriques. Et dans ce cas, bien sûr, la densité au courant est très importante, puisqu'on va directement rapporter tout ça à la densité au courant. Donc là, vous avez directement une cellule symétrique avec deux feuilles de cuivre sur lesquelles vous allez avoir les lithiums traités. Et vous voyez qu'ici, on a un masque pour déterminer finalement la surface, c'est-à-dire la densité de courant qu'on va directement appliquer. Et si on fait cela, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On va tout simplement polariser, je dirais positif, négatif, ces électrodes. Et vous voyez qu'en ce cas, eh bien, on peut obtenir, en fonction du temps, de nombreuses polarisations, c'est-à-dire de nombreux dépôts et retraits de lithium, avec l'exception, c'est qu'après un temps relativement long, vous voyez que maintenant, on commence à avoir ces différentes pulses dans ces courbes. Ça veut dire qu'en ce cas, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, je suis en train directement de créer une dendrite, et cette dendrite, comme on peut voir ici, elle va toucher la positive et elle va court-circuiter. Et c'est ce qui vous donne directement tout ce bruitage. Par contre, si vous voyez, si je prends maintenant le matériau qui a été traité, dans lequel on a déposé in vivo un alliage, eh bien, on peut, je dirais, cycler relativement indéfiniment, j'exagère. Vous voyez qu'on n'aperçoit du tout, jamais, ces sortes directement de pulses, et ainsi de suite. Bon, cela indique qu'effectivement, on a amélioré ces phénomènes de dendrique à la surface du lithium. Alors, on peut tester ça dans des cellules, je dirais, complètes, ou complètes, ouais, dans lesquelles, ici, vous avez lithium 4 et 5 ou 12, avec les différents alliages qui ont été préparés, dans la façon dont j'ai mentionné auparavant. Et vous voyez, en noir, c'est une cellule qui va utiliser du lithium non traité, alors que dans le cas des rouges, bleus, et ainsi de suite, on va utiliser ces différents alliages. Et vous voyez, finalement, en fonction du nombre de cycles, qu'on peut, dans ce cas, tenir 1500 cycles. Alors, là aussi, il faut être très prudent. C'est meilleur, mais on est loin d'y avoir la solution. Parce que, bon, ayant de l'expérience dans ce domaine, si vous prenez cette électrode et vous doublez la quantité de lithium, eh bien, vous arriverez directement à 1250 cycles. Ça veut dire qu'en ce cas, eh bien, on repousse ce problème de dendrite, mais il y a de la mousse au lithium qui se forme et on peut, je dirais, améliorer ces systèmes. Donc voilà, si vous voulez, ce que je voulais vous raconter un peu sur tout ce que sont ces techniques d'enrobage. Alors maintenant, je voudrais passer à je dirais, la seconde partie qui va être un peu plus fastidieuse, qui va consister à vous montrer le problème des additifs. Alors maintenant, eh bien, ça va être différent. On ne va pas fabriquer cette couche ex situ, mais maintenant, je vais rajouter des ingrédients, comme vous pouvez voir ici, qui vont, lors du cyclage, soit en oxydation, soit en réduction, eh bien, former, je dirais, cette fameuse couche. Alors dans ce cas, eh bien, finalement, qu'est-ce qu'on essaie de faire? Eh bien, on va tout simplement dessiner ou fonctionnaliser nos électrolytes. C'est-à-dire, on va extraire une fonctionnalité, ou alors, directement, on va tout simplement choisir un rôle, une spécificité bien désirée que l'on veut apporter à notre électrolyte. Et là aussi, vous allez voir que, malheureusement, eh bien, on ne va pas utiliser un seul additif. Vous allez voir les cocktails qu'on va préparer. Ou on va avoir des additifs de différentes sortes, ou alors des additifs multifonctionnels. Et enfin, ce qui est très important aussi, vous allez voir que quand on va mettre ces additifs, on ne va pas mettre des quantités gigantesques, on va mettre des quantités de 0,5 à 1, voire 2%. Pourquoi?
parce qu'on veut apporter cette propriété spécifique, mais on ne veut pas directement aller contaminer ou détruire ou affecter le reste des propriétés de ces matériaux. D'où par conséquent, ce qu'on va chercher à faire, eh bien, on va tout simplement chercher à améliorer les performances de l'accumulateur, notamment en termes de capacité, de cyclage, en termes de durée de vie et également en termes de sécurité. D'où, là, comme je vous disais, c'est un domaine très vaste. Très vaste parce qu'on va tout simplement essayer de rentrer toutes les fonctions possibles. Alors bien sûr, on va regarder les additifs pour traiter les problèmes de passivation anodique, traiter les problèmes de passivation cathodique. On va également ajouter des additifs pour regarder la mouillabilité du séparateur, l'améliorer. On regardera également les matériaux ou les additifs qu'on peut ajouter pour l'unifugation et également pour capturer les composants indésirables, je dirais, de ces systèmes, notamment l'acide fluorhydrique. On va également utiliser des électrolytes pour la surcharge. On peut utiliser des électrolytes pour le vieillissement. Et les batteries commerciales eh bien, contiennent une multitude d'additifs. Et je dirais c'est ce qui fait leur valeur ajoutée et qui va distinguer un, je dirais, fabricant de batteries par rapport à un autre. C'est la raison pour laquelle vous avez de nombreuses solutions. Les brevets, je dirais, sont innombrables et les papiers, je dirais, colossaux. Alors, qu'est-ce qu'on peut en sortir et qu'est-ce que je peux directement vous transmettre de messages justement sur ces additifs? Alors, le premier message, eh bien, il y a quand même un peu de science derrière tout ça. Et je vais revenir sur le fameux graphe dont je vous ai mentionné de ne jamais oublier, dans lequel vous avez tout simplement les couples redox associés à vos électrodes négatives et positives, avec ici les fameuses orbitales frontières qui vont déterminer la stabilité thermodynamique de votre électrolyte, c'est-à-dire HOMO et LUMO. Bien maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Puisque je veux contrôler cette fameuse SEI, il va falloir que je vienne tout simplement insérer dans ce domaine potentiel des additifs qui vont directement se réduire ou s'oxyder dans ce domaine potentiel. C'est-à-dire que maintenant, je veux tout simplement trouver ces fameux additifs et c'est ça qu'il faut que je décide. Alors, comment on peut faire cela? Et vous allez voir qu'il peut y avoir un peu, je dirais, d'aide de point de vue théorique en calculant cette position des HOMO et LUMO, mais bien sûr, ça va être tout simplement beaucoup d'essais et d'erreurs. Et bien sûr, une fois de plus, les conditions, je dirais, nécessaires et adéquates, c'est qu'il va falloir contrôler cette épaisseur du dépôt. Si vous avez un dépôt trop épais, vous allez avoir une impédance gigantesque. Il va falloir directement avoir une compatibilité chimique avec les additifs, les électrolytes, les liants, et ainsi de suite. Et enfin, trouver ce taux d'additif idéal. Et vous allez voir que changer de 1% à 2% peut, dans certains cas, directement conduire à des changements drastiques au niveau de performance. Alors, voyons directement comment on peut faire cela. Alors, pour monter le concept, eh bien, effectivement, on peut faire des calculs théoriques. Et ici, je vous ai directement listé une ribambelle de produits chimiques, de molécules organiques, avec les HOMO et LUMO. Inutile de regarder tout ça, je vais prendre un exemple concret. La plupart de nos matériaux, de nos électrolytes, eh bien, utilisent EC comme, je dirais, électrolyte principal. Donc voilà, si vous voulez, le LUMO et HOMO de EC. Et ensuite, on va utiliser, bien sûr, l'additif qui, je dirais, est connu depuis longtemps et qui, d'ailleurs, a été développé et découvert à la SAFT, qui est tout simplement, et par Bernard Simon, qui est tout simplement le VC, c'est-à-dire le carbonate d'éthylène. Et vous voyez qu'en ce cas, si je fais mon HOMO et LUMO pour ce VC, eh bien, il se trouve parfaitement entre les deux barrières que je vous ai mentionnées pour mon électrolyte principal. Et aujourd'hui, c'est certainement l'additif le plus utilisé, avec d'autres qui arrivent maintenant, qui sont le carbonate fluoroéthylène, FEC, ou alors, dans ce cas, le propène sulfone, PS. Et vous voyez que là aussi, le nombre de papiers qui ont été publiés sur ce carbonate d'éthylène, qui est aujourd'hui encore, pas le seul, vous allez voir, ingrédient, mais un des ingrédients, des additifs majeurs pour ces propriétés. Alors, la question, si vous voulez maintenant, pourquoi cet additif et qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors, pour faire cela, bien, je vais revenir dans le cas de base, où maintenant, j'ai mon accumulateur, je n'ai pas d'additif, et je regarde ce qui se passe. Eh bien là, je suis directement en milieu carbonate d'éthylène. Vous avez ici une courbe sans covaltémétrie, dans laquelle, en réduction et en oxydation. Et vous voyez qu'en ce cas, eh bien, il va se décomposer, je dirais, aux alentours de 0,2, 0,3.
Si on regarde ce qui se passe au niveau des réactions chimiques, eh bien, vous allez avoir, lors de la réduction, un électron qui va aller engendrer des réactions. Cet électron, eh bien, il va directement attaquer les molécules ou les atomes ou les éléments les plus chargés dans votre cycle, c'est-à-dire qu'il va venir couper soit en position 1, soit en position 2. D'où, par conséquent, on peut maintenant écrire les réactions de ce qui se passe, et je ne vais pas aller directement dans les détails mécanistiques de ces réactions de chimie organique, mais je vais tout simplement mentionner que l'on va tout simplement former, comme produit secondaire, du carbonate de lithium, du dialkylcarbonate, et dans ce cas, cette fameuse molécule, lithium-2, O2, C2H4. Donc voilà, si vous voulez, ce que vous allez former. Et ça, eh bien, ce qui est important, c'est que ces composés vont se former d'autant plus, je dirais, de façon importante à plus bas potentiel. Il faut bien savoir que les monoanions seront beaucoup plus solubles que les dianions. Bien sûr, les plus longs seront moins solubles que les plus courts. Et, bien sûr, que ces espèces, eh bien, leur solubilité va dépendre du cation. Ce qui fait que, je mentionnerai plus tard, lorsque vous avez du lithium ou du sodium, eh bien, la solubilité sera différente. Donc voilà, si vous voulez, ce qui se passe. Alors maintenant, on va mettre un additif. Et si je mets un additif, bien, regardez ce qui se passe. Maintenant, je retrace en même courbe, et vous voyez ce pic ici en réduction? Eh bien, maintenant, lorsque j'ajoute du VC, qui est indiqué ici, eh bien, vous voyez qu'en ce cas, je vais tout simplement empêcher tout ça à bas potentiel, mais je vais directement décomposer le VC à 1,4 volts. Je le décompose, et de façon intéressante, puisque lorsque je vais le décomposer, la même attaque par un électron, et je vais dans ce cas former un radical anionique. Ce qui fait que je vais avoir deux possibilités. Je vais avoir une polymérisation anionique qui va me donner directement ce polyéthylacétylcarbonate, ou alors une polymérisation radicalaire qui va me donner ces polyvinylcarbonates. Mais les deux sont des élastomères, c'est-à-dire qu'ils vont tout simplement aller se mettre autour de la particule. Donc par conséquent, l'image qu'il faut que vous gardiez à votre esprit, eh bien voilà ma particule au départ, sans additif. Vous voyez, vous trouvez directement toutes les espèces inorganiques et organiques. Maintenant, eh bien, je fais mon traitement par le WC, je vais tout simplement aller contrôler cette couche. Je connais son épaisseur, je peux l'ajuster, et ainsi de suite. Et maintenant, je peux contrôler le transfert de charge et, du moins, me défaire de toutes ces espèces secondaires qui peuvent être gênantes. Donc voilà, si vous voulez, le principe d'ajouter un additif. Et ça, je vais y revenir par la suite, mais ça peut se faire pour la négative et pour la positive. Alors là aussi, vous allez voir, il y a des quantités gigantesques de molécules, et je vais essayer, pour vous simplifier la tâche, de les classifier par sorte de réaction. Alors on va avoir différents types de réactions pour la formation de cette SEI. Je vais continuer dans le cas des composés à base de vinylène, et ici je vous dévie différents composés qui sont tout simplement dans ce cas considérés. Eh bien, ce qu'il faut voir, c'est que dans ce cas, on va avoir une polymérisation de monomères qui va être induite électrochimiquement. C'est-à-dire que je vais faire de l'institut polymérisation lorsque je vais réduire, passer en réduction. Et c'est là où je vais former directement cette fameuse couche. Et effectivement, c'est ce qui se passe directement avec tous les composés du vinylène, celui dont je mentionnais. Vous avez ici, dans ce cas, de l'acrylique acénitrile, où vous avez une polarisation pour vous donner directement un polymère de type nylon. Et tout ça, eh bien, va aller autour de la particule. Mais ce qui est important, regardez ici, je vous ai mis directement X, c'est-à-dire qu'en changeant cette nature de X, eh bien, je vais pouvoir changer le potentiel directement à laquelle je vais pouvoir avoir la formation de cette couche, je dirais, de cet élastomère. Ça veut dire que je vais pouvoir directement ajuster mon additif au matériau d'électrode que je vais étudier. Et ça, c'est relativement important. Donc ça, c'est une classe de composés ou d'additifs qui vont directement évoluer par une polymérisation de monomères. Ensuite, il va y avoir d'autres types d'additifs qui sont des additifs, je dirais, à base d'un hétéroélément qui sont le soufre. Et là, on est en train de parler des sulfures, des sulfides ou des sulfites et ainsi de suite. Et rappelez-vous, ces additifs, je vous ai mentionné déjà la dernière fois pour leur capacité à donner une très bonne couche de passivation. Mais dans ce cas, vous voyez que, regardez ici, je prends cette molécule sulfite d'éthylène, et dans ce cas, vous voyez que cette couche va être active, c'est-à-dire que je vais former ma couche à un potentiel de 1,8 volts. Okay. Et là aussi, pourquoi? Je vais la former, mais cette fois, par une décomposition réductrice. C'est-à-dire que, dans ce cas, eh bien, j'ai mon soufre qui est à son oxydation élevée.
plus 6, il va pouvoir être réduit à plus 4, et ainsi de suite. Donc voilà, si vous voulez, comment cela fonctionne. Alors bien sûr, ici, vous voyez qu'on peut avoir cette couche, mais malheureusement, dans le cas directement de ces matériaux, certains vont entraîner des corrosions du collecteur de courant. C'est la raison pour laquelle je vous parlais, finalement, on peut avoir une solution pour la négative, ce n'est pas obligatoirement la bonne solution pour la positive. Ensuite, si on continue, on peut avoir maintenant des additifs qui contiennent, je dirais, dans leurs molécules, des éléments halogénés, le fluor, le chlore, le brome, et ainsi de suite. Et bien, dans ce cas, là aussi, on va avoir une décomposition réductive avec des potentiels qu'on peut ajuster, qui va, là aussi, conduire à des espèces LICL ou LIBR, notamment LICL, dont je vous ai déjà mentionné l'aspect bénéfique pour avoir une SEI relativement dense. Mais là aussi, une fois de plus, ces additifs sont intéressants pour la négative, mais créent des problèmes à la positive, notamment avec les collecteurs de courant d'aluminium, où, dans ce cas, il peut y avoir également des problèmes d'oxydation, et ainsi de suite. Donc voilà, si vous voulez, des points intéressants. Ensuite, je vous ai mentionné finalement le changement des éléments, en passant des hétéroéléments du soufre au chlore, au brome. Et maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est qu'on peut également avoir des additifs, et cela peut être le plus important, dont je vais changer finalement la nature de la liaison. C'est-à-dire que je vais avoir VC, le carbonate vinylène, à une double liaison, et vous allez voir maintenant ce qui peut se passer si je mets une liaison triple. Et ça, c'est ce fameux composé, le propargyl méthylsulfonate, qu'on désigne par PMS. Voilà la molécule indiquée ici, et vous voyez maintenant la triple liaison. Alors juste pour mentionner que tout ça, c'est quand même pas empirique à fond, puisque vous voyez, je trace encore la LUMO et la HOMO, et vous voyez effectivement que le PMS va tout simplement placer sa HUMO et l'HOMO entre celles de l'électrolyte principal. Lorsqu'on utilise cela, comme vous pouvez voir ici, on va également former un élastomère dans la polymérisation, c'est-à-dire on va avoir une décomposition pour directement conduire ce radical propanyl radical qui va ensuite polymériser pour vous donner, comme vous pouvez voir ici, autour de ces particules, cette fameuse SI. Et ça, c'est, je dirais, l'effet bénéfique des triples liaisons par rapport aux doubles liaisons. Et retenez bien ça, puisqu'on va y revenir à 2 reprises dans le reste de cet exposé. Alors, comment cela fonctionne et que se passe-t-il? Voilà maintenant un mélange dans lequel je vais rajouter à mon électrolyte de départ ce fameux PMS, c'est-à-dire cet additif avec une liaison triple, avec maintenant le VC, qui est mon carbonate vinylène, avec une double liaison. Et si je regarde maintenant mes courbes de cyclovoltammétrie, dans ce cas, je trace tout simplement les courbes en réduction. Vous voyez que s'il n'y a aucun additif, je suis à des potentiels relativement bas. Si maintenant je mets du VC, vous voyez la courbe bleue, et regardez maintenant, lorsque je mets un mélange PMS plus VC, seul le PMS va agir à plus haut potentiel. Est-ce que ça veut dire que le VC est inactif? Non, et vous allez voir pourquoi. Lorsque vous faites ça, vous pouvez ensuite regarder les propriétés, et vous apercevez maintenant que si on regarde l'épaisseur de la couche qu'on va former, c'est-à-dire de l'élastomère, on s'aperçoit que cet élastomère va être simplement le plus mince pour le mélange PMS-VC. C'est-à-dire lorsque vous allez mélanger un additif à une triple liaison et à une double liaison. Si on regarde les performances maintenant dans un accumulateur, vous avez dans ce cas un accumulateur classique à LiCO2 carbone, et vous voyez la différence essentielle avec le VC, avec le PMS, et vous apercevez que c'est le mélange de la triple liaison et la double liaison qui va vous donner directement la meilleure performance. Pourquoi? Tout cela est tout simplement basé sur des réactions chimiques où, dans ce cas, vous avez la réduction, la décomposition en réduction pour former ce propyl radical qui maintenant va copolymériser avec le VC pour vous donner ce fameux élastomère qui va tout simplement, dans ce cas, protéger votre électrode négative ainsi que votre électrode positive. Et, je dirais, par les lois empiriques, par les nombreux exemples, ainsi de suite, on s'aperçoit finalement que cette combinaison de triple liaison et de double liaison, qui est relativement efficace, est d'autant plus efficace que le delta V, que j'ai mis ici, est élevé. Et ça, si vous voulez, on va s'en servir pour dessiner de nouveaux électrolytes. Donc voilà, si vous voulez, ce que je voulais directement vous raconter dans le cas des électrolytes et notamment
dans le cas des électrodes négatifs. Alors, on va maintenant voir comment on va passiver la surface des électrodes positives, et vous allez voir que ça va être la même méthodologie, le même concept. En effet, vous allez voir que là aussi, eh bien, on ne va pas bien sûr préparer ces élastomères par réduction, mais on va les préparer par oxydation. Et je vais vous donner quelques exemples. D'où, pareil, la même particule, et là, on va tout simplement aller créer directement ces additifs ou ces élastomères en oxydation. Alors, les exemples, eh bien, ils sont relativement nombreux, et là aussi, je vais les filtrer pour vous donner une idée de comment cela fonctionne. Ici, vous regardez un matériau d'électrode, qui est dans ce cas un lithium, nickel, manganèse, oxyde, un spinel, dans lequel vous allez ajouter cet additif, qui est le bis-trifluoroéthyl phosphite, qu'on désigne BTFEP. Et vous voyez, vous rajoutez ça à 0,5%. Ici, vous avez ce qui se passe en charge si vous n'avez pas l'additif. Si vous n'avez pas l'additif, je vous l'ai déjà dit, vous savez très bien qu'à 4,5, 4,6 volts ou 4,9 volts, eh bien, le lithium PF6 va se décomposer pour vous donner du HF. Et ce HF, eh bien, c'est lui qui va directement aller me dissoudre directement Mn de plus et Ni de plus. Par contre, maintenant, si eh bien, je mets directement cet additif, je vais avoir oxydation de cette molécule pour me former directement un élastomère qui va empêcher la formation de HF et par conséquent, bien sûr, empêcher la dissolution du manganèse. Un autre exemple eh bien, est dans ce cas des composés lamellaires où maintenant je vais utiliser directement du triméthylsilphosphate qu'on désigne par TMSP à l'ordre de 1%, vous voyez. Eh bien, dans ce cas, qu'est-ce qui va se passer? Toujours pareil, sans additifs, eh bien, vous allez avoir des défaillances sur votre accumulateur. Maintenant, si j'ajoute ces additifs, vous voyez qu'il va y avoir une absorption de cette molécule autour de mes particules d'oxyde lamellaire. Lors de la première charge, vous allez avoir une oxydation qui, une fois de plus, va donner ce composé ou cet élastomère pour former directement cette barrière pour HF. Et vous apercevez qu'en ce cas, eh bien, on a, après une centaine de cycles, on a des interfaces qui sont relativement stables et ainsi de suite. Donc, par conséquent, là aussi, je dirais, l'astuce, eh c'est d'ajouter ces additifs, mais de faire en sorte d'ajouter en bonne quantité, de façon à ne pas créer directement une couche relativement épaisse qui peut, dans certains cas, bien sûr, conduire à des impédances gigantesques. On peut également avoir d'autres exemples. Vous avez ici des exemples dans lesquels je prends maintenant du méthylène méthane-sulfonate, MDS, 0,5%, et je compare ici les courbes directement. Regardez la différence, c'est que si je fais maintenant avec, bien sûr, additifs et sans additifs, vous voyez, à 4,2 volts, je ne vois pas de différence parce que mon électrolyte est encore stable. Si je vais maintenant à 4,5 volts, c'est là où je vais voir directement l'apport bénéfique de mon additif. Et vous voyez effectivement que si je vais à 4,5 volts, vous voyez, sans additif, la courbe en noir, avec additif, la courbe en rouge. Et cela, si vous voulez, peut se répéter, je dirais, sur pas mal d'autres additifs. Ici, vous avez un autre, qui est le triméthylsiliborate, TMSB, dans lequel vous avez exactement le même résultat. Vous voyez, si je reste à 4,2 volts dans ce cas, eh bien, je ne vois pas la différence. Maintenant, si je vais à, je dirais, plus haut potentiel, à 4,4 volts, vous voyez qu'en ce cas, au fur et à mesure que je rajoute ma quantité directement d'additifs, vous avez 0,5% et 1%. Et notez déjà ici, regardez, à 0,5%, vous avez une meilleure tenue en capacité qu'à 1%. Je vais vous expliquer pourquoi par la suite. D'où, là aussi, l'importance du potentiel atteint, mais également de la quantité. Et ensuite, je dirais un travail qui est le plus récent, certainement, dans ce domaine, où les additifs, jusqu'à maintenant, je vous ai mentionné des solvants, et certains chercheurs, notamment des chercheurs allemands, ont utilisé un sel comme additif. Et ça, c'est les travaux d'un dénommé Martin Winter, en Allemagne, qui a publié il y a de cela un an ou un an et demi l'utilisation de MgTFSI comme additif pour améliorer, là aussi, les performances des accumulateurs lamellaires et carbone. Vous voyez ici les courbes, la décharge pour un électrolyte sans additif avec un électrolyte MgTFSI 2 fois. Et vous avez ici, tout simplement, une fois de plus, le matériau d'électrode pristine, et après, je dirais, activation, vous voyez dans ce cas, je dirais, un dépôt de film à la surface. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas? Eh bien, c'est que dans ce cas, eh bien, le magnésium, vous allez voir ici,
va avoir un rôle bien particulier. Car en effet, si vous faites des expériences avec CaTFSI 2 fois, plutôt que MgTFSI 2 fois, vous n'allez rien observer. Ça veut dire que le magnésium a un rôle essentiel. Et ce rôle essentiel est tout simplement indiqué ici par ces équations que je vous ai écrites. C'est-à-dire que dans ce cas, si vous regardez directement l'énergie de décomposition de ces sels pour vous donner MgF2 et de PF5, vous voyez que dans ce cas, bien, l'enthalpie de décomposition, je dirais, est plus importante pour les pions PF6 PF5. Ça veut dire que la réaction du bas sera favorisée thermodynamiquement. Ça veut dire qu'en ce cas, eh bien, en ajoutant tout simplement du sel de magnésium MgTFSI, vous allez favoriser l'hydrolyse de PFS6, comme indiqué ici, et pour avoir directement ces produits. Et ces produits eh bien, vont être bénéfiques à la formation de cette couche de passivation. Et vous voyez là aussi comment on peut arriver à trouver de tels résultats. Alors, je pourrais, je dirais, passer toute la soirée à vous mettre des réactions, des additifs qui ont été utilisés. Je vais tout simplement, en deux transparents, vous mentionner, essayer de mentionner, en toute modestie, toutes les molécules qui ont été utilisées et pour les différents types de composés, avec bien sûr des recherches en littérature. Donc, on va commencer par les additifs pour résoudre les problèmes de dissolution du cobalt dans lithium CO2 au-dessus de 4,2 volts. Mais vous voyez, voilà, tous les additifs qui ont été utilisés avec les différentes fonctions et ainsi de suite. Comme quoi, vous pouvez voir, c'est, je dirais, un pot pourri de molécules et ainsi de suite. On peut regarder la même chose pour le spinel, lithium SO4, lithium FeO4. Et là aussi, vous voyez, vous avez une ribambelle d'additifs qui sont utilisés. On peut passer du composé LiCO2 aux composés actuels qui sont lithium, nickel, manganèse, cobalt. Et là aussi, d'après ce que vous avez dit lors du second cours, vous savez que ça sera différent puisque le nickel, le manganèse et le cobalt vont avoir des liaisons iono-covalentes différentes, raison pour laquelle les additifs vont changer. Et vous avez ici directement les différents additifs qu'on va avoir dans le cas, je dirais, du lithium NMC au-dessus de 14,2 volts. Et là aussi, vous avez toutes les fonctions, halogène, azote, phosphore, sulfure, fluorine, et ainsi de suite. Et enfin, pour la dernière sorte de matériaux qui sont arrivés, les fameux lithium-rich NMC, mais dans le cas des lithium-rich NMC, là aussi, les recherches ont porté sur la recherche, je dirais, de l'additif miracle pour avoir, dans ce cas, des performances intéressantes, et ainsi de suite. D'où voilà, si vous voulez, ce que je voulais vous raconter sur les additifs. Alors maintenant, la question que vous pouvez vous poser, mais qu'est-ce que je dois en sortir de tout ça? Bien, je vais vous montrer un peu qu'il y a quand même un peu de science derrière tout ça, et un peu de raisonnement. Tout d'abord, la question que je voudrais répondre, c'est pourquoi il faut utiliser des additifs à faible concentration? Bien ça, vous allez le comprendre très rapidement. Voilà directement des expériences de spectro de masse dans lesquelles on a des électrolytes, on a fait une oxydation dans laquelle on avait ajouté du BC et du FEC. Et vous voyez que lorsqu'on fait cela, eh bien, si on ajoute 2 ou 3%, on trouve encore le signal du VC et du FEC lors directement des analyses. Ça veut dire que lorsque j'ai fait ma réduction, eh bien, je n'ai pas utilisé une quantité gigantesque d'additifs, mais j'en ai utilisé juste assez pour directement faire ma couche mon élastomère autour de ma particule. Et par conséquent, il va rester du VC et du FEC. Maintenant, vous devez vous demander, que va-t-il advenir à ce VC qui me reste, ou ce FEC, lorsque je vais aller en oxydation? Bien là, il va y avoir des problèmes. Notamment dans le cas du FEC, dans certains cas, vous allez avoir du dégazage, et ainsi de suite. C'est la raison pour laquelle il faut arriver à déterminer la quantité, je dirais, presque juste, d'additifs qu'il vous faut pour créer cette électrode, ou cette couche de passivation. Et l'exemple qui va vous illustrer tout cela est tout simplement indiqué ici. Vous voyez ici, dans ce cas, on va utiliser du biphényl. J'y reviendrai plus tard, car c'est un additif qui est assez intéressant pour les problèmes d'autodécharge. Eh bien, vous avez directement les résultats dans lesquels vous avez, dans ce cas, en noir sans additif, en rouge avec 0,1% d'additif et en bleu avec 2%. Et vous voyez qu'en ce cas, eh bien, lorsque j'ai 2% d'additif, eh bien, ça devient catastrophique. C'est pire que mon composé au départ. Pourquoi? Eh bien, si je regarde maintenant ce que j'ai fait, je vais directement en microscopie, je mesure directement ma SEI, l'épaisseur de ma SEI, et qu'est-ce que je trouve? Eh bien, c'est que tout simplement, dans ce cas, j'ai construit ou assemblé une SEI qui est, je dirais, gigantesque, très épaisse. D'où, gardez bien dans l'esprit que la quantité d'additifs est
essentiel pour le choix de l'additif et pour améliorer les performances. Alors ensuite, eh bien, je voudrais vous montrer là aussi des recherches actuelles où on essaie de trouver encore de meilleurs additifs. Et je vais prendre cet exemple pour montrer finalement la méthodologie dans cette recherche. Pour ce, eh bien, là aussi, je vais m'intéresser à un problème d'actualité. Et là, c'est les travaux d'un chercheur canadien, Jeff Dahn, qui fait tout simplement sur les fameuses phases lithium-NMC, qui sont les phases que vous utilisez ou qui sont utilisées dans vos portables, et ainsi que dans les voitures électriques. Et là, bien sûr, on veut toujours des densités d'énergie plus élevées. C'est-à-dire qu'on veut tout simplement pouvoir utiliser ces accumulateurs à 4,5, 4,6 volts et, bien sûr, avoir une durabilité. D'où il faut trouver de meilleurs électrolytes. D'où, sur la base de ce que je vous ai raconté, si je vous demande quels sont les types de molécules que je dois choisir, vous devez me répondre des molécules à triple liaison. Bien, effectivement, Jeff Dahn a regardé ces molécules à triple liaison. Il a regardé ces différents nitriles, comme succinylnitriles, qui sont séparés directement par 2 carbones, 4 carbones, 5 carbones. Et il a regardé ça tout simplement à 4,2 volts, comme vous pouvez voir ici. Et lorsque vous regardez ça à 4,2 volts, à 60 degrés, qui est quand même une condition, je dirais, un peu brutale, eh bien, vous apercevez qu'il est difficile finalement de distinguer entre ces différents additifs. Pourquoi? Bien sûr, parce qu'on va aller à plus haut potentiel, où là, ça va être beaucoup plus critique. Et lorsqu'on va à plus haut potentiel, eh bien, c'est là où on s'aperçoit qu'effectivement, il y a des différences. On peut aller maintenant, alors ça c'est des tests quand même drastiques, hein, vous laissez à 60 degrés C à 4,5 volts par accumulateur, et vous, directement, vous mesurez l'évolution en gaz. Et là, on fait des mesures sur, je dirais, des cellules, des PACH-cells. Et vous apercevez qu'en ce cas, eh bien, c'est finalement le mélange 2% de VC plus 2% de PN. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit, le mélange de triple liaison et double liaison est, je dirais, presque le seul truc que l'on sait aujourd'hui. Alors, lorsque vous voyez ça, vous êtes vraiment content, mais vous n'avez pas le résultat complet, c'est-à-dire, que s'est-il passé? Parce que bon, c'est très bien bon, mais vous avez dans ce cas créé une couche. Et effectivement, lorsqu'il a mesuré directement les mesures d'impédance, eh bien, je dirais, c'est les bad news, les mauvaises nouvelles, c'est qu'il s'est aperçu que finalement, que son meilleur électrolyte, c'est celui qui vous donnait directement une impédance la plus grande. D'où on revient au point de départ, c'est-à-dire que maintenant j'ai résolu un problème, mais j'ai créé un accumulateur dans lequel je ne pourrais pas l'utiliser en puissance. D'où par conséquent, eh bien, là aussi on revient à la cuisine et on va utiliser des additifs. Et voilà finalement, regardez, pour maintenant contrecarrer ce point, eh bien, on va tout simplement ajouter de nouveaux additifs. Okay. Et tout ça, eh bien, c'est des quantités, c'est des centaines de cellules que vous devez préparer. Et le tout pour arriver au cocktail magique dans lequel, finalement, vous avez directement, effectivement, vous voyez, le VC, vous avez cette fameuse triple liaison, une fois de plus. Vous avez dans ce cas des molécules xylane, comme indiqué ici, pour avoir, je dirais, résoudre ces problèmes directement de fonctionnalité et ainsi de suite. D'où j'espère vous avoir convaincu que c'est quand même un travail de longue haleine. Alors maintenant, pour montrer que tout cela, il y a quand même encore un savoir, une connaissance, une expérience, je vais tout simplement maintenant essayer de dessiner un électrolyte pour une technologie sodium-ion. Vous allez voir que finalement, tout ça, ça sert. En effet, maintenant, si on regarde, on veut passer du lithium au sodium, mais je vous ai mentionné directement qu'avec les cations, c'est une histoire différente. Et en effet, vous regardez ici tout simplement un morceau de sodium que vous allez placer directement dans cet électrolyte ECDMC NaPF6. Vous voyez qu'en ce cas, eh bien, sans courant, après 48 jours, vous avez directement production de C2H4, ainsi de suite. Ça veut dire que, tout simplement, dans ce cas, ce n'est pas stable. Maintenant, si vous ajoutez, dans ce cas, du FEC, donc j'ai mentionné, et vous apercevez que oui, après 48 jours, vous avez stabilisé. Dans ce cas, je suis à ma négative, effectivement, je rajoute du FEC, et bien, il stabilise. D'où là aussi, vous voyez que c'est un comportement totalement différent que dans le cas du lithium, puisque dans le cas du lithium, eh bien, dans ce cas, eh bien, vous n'avez pas de réaction, du moins, aussi rapide, comme indiqué ici. Et tout cela, eh bien, ça vient tout simplement du fait que, de nouveau, lorsque vous allez passer du lithium au sodium, vous allez changer l'acidité de votre cation. Le sodium, bien sûr, est un acide beaucoup plus faible que le lithium, d'où par conséquent, les produits de décomposition, leur solubilité, et ainsi de suite, vont être totalement différentes.
D'où la question, c'est est-ce qu'on doit repartir de zéro? D'où effectivement, voilà les résultats qui avaient été obtenus, des résultats qui ont passé à 55 degrés, et c'est là qu'on s'aperçoit dans ces systèmes qui sont développés d'ailleurs dans le cas du réseau français, NVPF au carbone, où on s'aperçoit que les accumulateurs à 55 degrés, bien, qui fonctionnaient parfaitement à température ambiante, sont catastrophiques. Vous voyez les performances, aucune autonomie en cyclage, et regardez ici, l'autodécharge est gigantesque. Donc par conséquent, dans ce cas, il fallait compacter finalement un nouvel électrolyte. Alors comment on fait ça? Eh bien, vous allez voir, on va tout simplement revenir, je dirais, au fondamental. Fondamental, ça veut dire qu'on a des réactions et on va essayer de comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on revient à l'électrochimie fondamentale, on va utiliser directement les électrodes tournantes pour savoir ce qui se passe, quelles sont les espèces qui sont générées. On va utiliser directement la spectrométrie UV, in situ, pour savoir quand est-ce que ces espèces se forment, à quel potentiel, et ainsi de suite. Bien, tout cela va nous indiquer directement ce qui se passe et de pouvoir trouver des mécanismes. Et bien sûr, on va s'inspirer de ce que je vous ai raconté sur le lithium. Et bien, si vous voulez, dans ce cas, je ne vous donne pas bien sûr tous les additifs de façon, je dirais, formulaire, mais vous voyez que dans ce cas, on a directement, de nouveau, établi un nouveau cocktail d'électrolytes pour le sodium. Et vous voyez, ce que je vous ai raconté tout à l'heure, eh bien, on a également une triple liaison, on a également une double liaison, et on a également le soufre comme hétéroélément. Ça veut dire que malgré qu'il y a quand même des règles qui existent et sur lesquelles on peut avoir, je dirais, certaines directions pour dessiner de nouvelles électrolytes. Et grâce à cela, eh bien, effectivement, vous pouvez maintenant obtenir des performances à 55 degrés, comme indiqué ici, qui sont relativement raisonnables, avec des autodécharges qui n'existent plus. Est-ce que la solution finale? En toute vérité, non, mais on n'est pas loin. Donc par conséquent, je voudrais résumer un peu sur les additifs. Eh bien, comme je vous l'ai montré, les additifs bien choisis apportent une valeur ajoutée considérable dans les performances, que ce soit en capacité, en puissance, en durée de vie et en sécurité, comme on le verra par la suite. Le choix, j'espère que vous avez compris, est un cauchemar, car c'est une recherche trop empirique. On a des aspects théoriques, on peut calculer le LUMO et le HOMO, ça va nous guider, mais je dirais que ce n'est pas la panacée. D'où par conséquent, il n'y a pas photo, c'est recours à des expériences, essais-erreurs. La complexité, eh bien, elle est due à la sensibilité des mécanismes de nucléation-croissance, la nature de l'électrode, de l'électrolyte, mais également des liants, dont je ne vous ai pas parlé pour le moment. Et enfin, je pense qu'il n'y a pas de solution possible, et c'est ce qui se fait actuellement, c'est qu'on va avoir recours à la chimie combinatoire de façon directement à dessiner et à caractériser ces différents électrolytes. Alors je terminerai directement sur ce qui se fait au jour d'aujourd'hui, en Europe notamment, où effectivement certains groupes, dont un groupe en Allemagne, eh bien, ont développé la recherche d'électrolytes par, je vous dirais, chimie combinatoire ou par robotique. Et ça, tout simplement, c'est le groupe de nouveau de Martin Winter en Allemagne, à Münster, où, dans ce cas, ils ont dessiné tout un système pour faire, je dirais, de l'échantillonnage, du tamisage, du filtrage d'électrolytes. Comment ça se passe? Eh bien, ils partent avec les différents éléments. Alors, bien sûr, il faut savoir quel rôle spécifique on veut cibler. On va y mettre les différents composants et on va faire directement des filtrages et identifier tout simplement les meilleurs candidats pour un but spécifique. D'où ça permet directement d'avoir je dirais, des solutions de sélection rapide d'électrolytes adéquates. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, c'est-à-dire qu'ils vont directement créer une banque de données dans laquelle il va y avoir différents cocktails, différents mélanges d'électrolytes avec des propriétés bien spécifiques. D'où ils font leur premier mélange, ils partent avec 100 mélanges, ils en sélectionnent, ils arrivent à une dizaine, dans laquelle ils vont caractériser pour les propriétés de conductivité, de stabilité, de galvanostatique, ainsi de suite. Et là, ça leur donne directement le métal. Et ensuite, lorsque ces électrolytes sont identifiés, eh bien, ils vont ensuite réaliser, comme vous pouvez le voir ici, maintenant, des tests dans des cellules réelles. C'est-à-dire qu'ils vont tout simplement assembler des cellules, des prototypes, soit des patch-cells, soit des piles de boutons. Ils vont faire du cyclage, du vieillissement, et ainsi de suite, pour obtenir directement le meilleur électrolyte. Donc, si vous voulez, voilà à peu près ce qui se fait maintenant, je dirais, au niveau de la recherche dans certains laboratoires, notamment en Europe. Alors, tout cela, il y a le système qu'ils ont, il est indiqué ici. Vous avez un système, je dirais, avec 3 unités, ou 2 unités principales et avec un SAS. Vous avez la première partie du système 1, c'est-à-dire que là où on va établir la banque de données, le dépistage des bons électrolytes et des bons additifs, et ainsi de suite. Et là, il tourne quand même à des formulations d'électrolytes 100 par jour.
Ensuite, une fois que ces électrolytes, bien, une dizaine ont été sélectionnés, ils vont maintenant passer directement dans l'assemblage de cellules et être testés vis-à-vis des matériaux d'électrodes spécifiques, soit la positive, soit la négative. Et là aussi, ils tournent aux alentours de 100 tests par jour. Donc voilà, si vous voulez, comment la recherche sur les électrolytes aujourd'hui avance. Il est encore trop tôt de savoir quels vont être les résultats de ces genres d'approches, puisque ce système, je crois, est juste en état de production, d'utilisation. Donc voilà, si vous voulez, un peu ce que je voulais vous raconter sur les additifs. Alors, malheureusement, je n'en ai pas fini, mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui quand même, parce qu'il y a encore des additifs pour la sécurité, là aussi, vous allez voir, c'est quand même assez passionnant, mais je pense que je vais passer tout ça pour, vous avez un aperçu ce que vous aurez la prochaine fois, hein, pour vous remercier, et bien sûr sur les quelques questions, mais rapides, puisque le prochain speaker est là. Voilà, merci beaucoup.